Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. L'histoire de cette arrestation, certains parlent d'enlèvement d'un imam bien connu dans la localité. Le bilan se passe de tout commentaire. Il y aura pire les jours suivants de Sokodé à Lomé. Lomé a en effet connu de manifestations de l'opposition. Il s'agit désormais d'un refrain connu. Mais la nouveauté est cette présence d'hommes portant des cagoules autour des manifestations. Qui étaient-ils? Pourquoi étaient-ils là? Quelle était leur réelle motivation? Les explications d'un ministre du gouvernement oscillaient entre des groupes d'autodéfense et des hommes de l'opération Entonnoir. Dans les milieux de l'opposition, on n'a pas cherché de midi à 14 h. Ils avaient donc pour nom milices proches du pouvoir. Ce sont eux, les hommes de la semaine au Togo. Ils ont réussi à occulter les tentatives de médiation des chefs d'État de la sous-région. Ils ont supplanté les revendications de l'opposition. Ils ont noyé les décisions du Conseil des ministres. Ils ont mis en arrière-plan les œuvres jetées contre l'ambassade du Togo à Paris. Même les prestations de serment des nouveaux membres de la CENI n'y ont pas résisté. Pour comprendre l'actualité de cette semaine au Togo, nous avons comme invité un ministre du gouvernement, Maître Fiatou Sessenou. Comme de tradition, il répondra à vos questions au 22 46 19 05 ou 96 50 34 37. Le technicien du jour est Romaric Freitas. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Comme de tradition, depuis quelques semaines à l'entame des émissions les dimanches à la fin des semaines de plus en plus mouvementées au Togo, la question c'est de savoir, de fond de vous-même, comment est-ce que vous vous sentez? Malheureux, triste, préoccupé, nerveux ou content, tout simplement? Merci beaucoup. Au regard de tous les événements que notre pays vit, je crois que nous sommes à un moment où nous devons nous remettre entre les mains du Seigneur, de Dieu. Dans cette condition, il nous recommande de ne rien craindre, car il est avec nous. Et je crois que Dieu étant avec tous les Togolais, je ne peux que vivre équilibré, avec l'espoir que tout va s'arranger. Tout le monde parle de Dieu de plus en plus ici dans ce studio, que ce soit les acteurs issus de l'opposition ou du pouvoir. Tout le monde dit que Dieu est avec le Togo, mais de plus en plus on constate que les rues du Togo deviennent de plus dangereuses. Est-ce que ce Dieu-là, les Togolais le comprennent de la même façon, le vivent, l'acceptent de la même façon? Je crois que, en tant qu'homme, ceux qui passent ici et qui parlent de Dieu ne peuvent que parler de lui, dans la mesure où il est le Créateur, il est le Maître de notre vie. Ils ont raison de parler de lui. Maintenant, quitte à nous les hommes d'accepter de suivre ses recommandations, ses lois. Et dans ces lois, ce qu'il a toujours prôné, c'est la paix entre les hommes. Ce qu'il a donné aux hommes, c'est la paix. Et il a recommandé également que les hommes s'asseyent pour régler leurs problèmes, comme des frères. Alors, si nous ne voulons pas suivre cette voie et que nous pensons que ce n'est pas la violence que nous allons résoudre nos problèmes, et là, ce n'est plus l'affaire de Dieu. Mais nous qui croyons en lui, nous qui pensons que c'est dans la fraternité, c'est dans l'ouverture, c'est dans le dialogue, c'est dans le pardon mutuel, c'est dans l'oubli du passé que nous pouvons trouver une solution au Togo, nous continuerons toujours par parler de lui. Quand on évoque la paix, ça fait débat depuis quelques semaines au Togo. Il y a la paix de ceux qui pensent qu'effectivement il y a la paix parce que vous êtes venus jusque dans ce studio, mais il y a aussi ceux qui pensent qu'ils n'ont rien mangé depuis quelques jours. Donc quand on évoque la paix, eux, ils ont d'autres définitions parce qu'ils ne se sentent pas concernés par cette paix-là. La paix, d'abord, comme le dirait un grand homme africain, c'est un comportement. C'est un comportement, mais également c'est un état d'esprit. La faim. Je crois que depuis que le monde est né, il y a des milliers d'années, les hommes sur toute la planète ont toujours traversé des difficultés. Et Dieu a recommandé qu'en nous créant sur la terre, nous devons travailler et pour manger, pour éviter la faim. Alors, voyez-vous, lorsque par de comportement, nous empêchons l'économie d'évoluer.
Et par nos comportements, nous suspendons la coopération. Par nos comportements, les marchés ne s'animent pas. Par nos comportements, les agriculteurs et les cultivateurs ne peuvent pas aller librement dans leurs champs. Et que les gens doivent être violentés dans leur maison. Alors, si vous me dites que les gens ont faim, je crois que nous devons être connectés à la recommandation de Dieu qui nous dit de travailler. Et pour travailler, il faut que le pays évolue dans la paix pour que nous puissions manger. Mais dites-vous, le problème de la famine n'est pas d'actualité, n'est pas d'aujourd'hui, n'est pas un problème lié seulement au Togo. Est-ce que vous voyez, vous voyagez partout, il y a toujours le haut et les bas. Dans aucun pays, tout ne marche comme sur des roulettes. Les gens travaillent, les gens souffrent, les gens se battent pour manger. C'est pour résumer ce que je viens de dire, que Dieu lui-même a dit, que nous mangerons à la sueur de notre front. Est-ce que vous voulez dire que les Togolais n'aiment pas travailler? Non, les Togolais travaillent. Je dis, les Togolais sont de grands travailleurs. Dans cette condition, il y a certains événements, comme les violences que nous... Ces violences, monsieur le ministre... peuvent empêcher l'élan des Togolais au travail et donc créer la famine. Ces violences ne datent pas... On date d'il y a seulement 2 mois, mais la question du travail, la question de la difficulté à vivre au quotidien des Togolais, cette question est une question totalement structurelle qui ne date pas de la conjoncture que vit actuellement le Togo. Quand on prend l'administration togolaise, ou bien quand on prend le Togo, très peu de Togolais travaillent dans l'administration. Donc c'est le système D pour beaucoup de Togolais. Oui, mais je crois que le problème du chômage, et quand nous parlons de chômage et que nous pensons que c'est seulement au Togo qui a le chômage, ça c'est de la mauvaise foi. Nous ne refusons pas. Il y a le chômage au Togo. Mais le gouvernement fait un effort avec toutes les institutions créées pour booster l'économie du Togo et des institutions créées dédiées même à la jeunesse. Est-ce que vous voyez, le gouvernement a créé un ministère même dédié au problème d'emploi de la jeunesse. Ce qui veut dire que le gouvernement est conscient que le chômage, le fait du chômage est une réalité. Mais le gouvernement n'est pas resté passif à cela. D'où la nécessité, comme je le disais tantôt, la création d'un ministère dédié à l'emploi des jeunes. Mais je voulais vous dire que sur toute la planète, le problème du chômage se pose. Dans les grands pays, le problème du chômage se pose. Mais c'est que les gouvernants travaillent à trouver des solutions au problème du chômage, comme le Togo le fait. Et je crois que l'effort que fait le gouvernement aujourd'hui, et le chef de l'État particulièrement, nous donne l'espoir que d'ici demain, nous allons résoudre le problème, nous allons réduire considérablement le taux du chômage. Et voyez, et puis vous avez parlé que tous les Togolais ne travaillent pas dans l'administration. Dans les pays où dans les autres pays où le problème du chômage est réglé, il y a moins d'1% de la population togolaise qui travaille dans l'administration. Oui, je dis, mais au fond, c'est cet esprit. Et en créant le ministère de l'Emploi et de la Jeunesse, le chef de l'État, le gouvernement, veut faire montrer à nous les jeunes que l'emploi ne se trouve pas nécessairement dans l'administration. Il faut la création de l'emploi. Il faut également aller dans le privé. Et vous allez voir, avec le ministère du Développement à la base, avec les appuis que ce ministère apporte à certains jeunes agriculteurs, éleveurs ou artisans, les témoignages de ces jeunes nous disent qu'on peut faire sa vie en dehors de l'administration. Vous savez très bien, monsieur le ministre, que ces jeunes dont vous parlez sont très très nombreux, comparés à toute sa jeunesse qui sort chaque jour diplômée de nos universités publiques ou privées, et pour certains qui sont condamnés soit à tenter l'aventure à l'extérieur, ou certains condamnés à faire soit du zémilian dans la capitale. Vous les voyez tous les jours. Je crois que le phénomène du chômage est un phénomène mondial. Et tous les États luttent pour résoudre ce problème de chômage. Et le phénomène du zémilian n'est pas un phénomène particulier au Togo. Dans les autres pays,
dans quelques pays voisins, nous trouverons également ce phénomène. Mais, alors, la manière dont nous parlons du phénomène de ces médias, c'est-à-dire que nous voyons ce métier comme un métier laissé pour compte. Non. Je dis... Est-ce qu'il valorise Non, je crois que la dynamique du gouvernement aujourd'hui, c'est de valoriser tous les secteurs de l'économie du Togo, même les secteurs privés, les secteurs publics. Donc toute la question de voir, réfléchir pour voir comment il faut valoriser cette profession. Il ne faut pas parler du Z comme si ceux qui travaillent conduisent le Z ne sont pas... Non, mais en fait, c'est pour des diplômés. Mais il faut... Vous voyez, entre-temps même, on pensait que quelqu'un qui travaille la terre, c'est le dernier homme. Non. La question, c'est de valoriser. Et c'est ça, c'est dans cette dynamique que le gouvernement s'est inscrit aujourd'hui. Quand on vous a invité, monsieur le ministre, c'est aussi pour évoquer la brûlante actualité de cette semaine, faite de violences dans les rues de Lomé et dans d'autres localités du Togo. Mais les Togolais ont été surpris qu'au lendemain de ces événements-là, il y a eu un conseil des ministres et au sorti de ce conseil-là, le sujet n'a pas été évoqué. Pourquoi? Non, vous savez, le conseil des ministres a eu lieu le vendredi passé. Et les violences dans notre pays ont commencé le mercredi, jeudi, ils sont étalés peut-être sur vendredi. Alors, le gouvernement, avant de se prononcer sur les questions, doit avoir des éléments probants. Et donc, le ministre de la Sécurité l'a dit qu'il y a une enquête qui est diligentée. Et il faut posséder des éléments probants pour en parler. Donc, ne vous inquiétez pas, le gouvernement en parlera. Dans tous les cas, quand ça s'est passé, les médias d'État ont fait des commentaires sur ces événements. Et le ministre de l'administration, et le ministre de l'administration territoriale et le ministre de la Sécurité ont déploré cette violence avec ses conséquences déplorables pour notre pays. Donc le fait que des membres du gouvernement se soient prononcés en déplorant cette situation et en invitant les Togolais au calme et à la non-violence veut dire que le gouvernement entier se préoccupe de cette situation. Le gouvernement, c'est un corps unique, le gouvernement est indivisible. Et donc, si quelques membres du gouvernement en ont parlé, il faut dire que c'est tout le gouvernement qui s'est saisi de cette problème. Maintenant, pourquoi l'opinion a été choquée. L'opinion a été choquée. Non, l'opinion ne peut pas être choquée dans la mesure où les conseils des ministres, c'est un ordre du jour précis que le conseil des ministres établit. Et je dis que le conseil des ministres, après, le gouvernement, lorsque les enquêtes nous diront ce qui s'est réellement passé, alors vous voyez, vous verrez que vous parlez de le conseil des ministres... Vous parlez de quelle enquête, monsieur le ministre? Puisque tout le monde sait qu'il y a eu des manifestations sur 2 jours, et ces manifestations, à la limite, ont été violentes par moment. Et vous parlez de quelle enquête? Non, je parle de l'enquête pour situer les responsabilités. Vous savez qu'avant ces manifestations, le gouvernement avait pris une position favorable pour le pays. Le gouvernement avait dit les manifestations de rue ne sont plus acceptées en semaine, mais qu'on peut faire des meetings. Un meeting qui est un moyen d'expression de ses opinions, de ses idées. Bon, les gens n'ont pas voulu respecter les consignes données par le gouvernement. Et les gens sont allés dans les rues avec les violences que nous déplorons tous. Le gouvernement l'a déploré. Et le ministre de l'administration, je l'ai dit tantôt, le ministre de l'administration territoriale, le ministre de la Sécurité ont déploré les violences que nous avons commises dans notre pays. Bon, maintenant, qui sont les auteurs de ces violences et quelle doit être la position du gouvernement par rapport à ces violences? Il va falloir que les responsabilités soient clairement situées. Nous parlerons de ces violences dans les détails dans un instant, mais revenons sur les conseils des ministres, puisqu'il se dit également au sein de l'opinion et que ces conseils ne se tiennent plus vraiment et que les communiqués qui sont publiés par la suite sont préétablis. Quelle est votre réponse à ce qui se dit dans les rues de Lomé? Ce qui se dit dans les rues de Lomé n'engage que ceux qui le disent. Nous tenons des conseils des ministres périodiquement. La preuve, c'est que vendredi passé, nous avons tenu un conseil des ministres. Donc,
comment on peut dire que des communiqués sont préétablis? Je dis, ça n'engage que ceux qui le disent. Moi, je sais que les conseils des ministres se tiennent régulièrement et que les communiqués ne sauraient être préétablis. C'est après le conseil des ministres, après les débats, que le communiqué vient sanctionner les résolutions, les recommandations et prises en conseil des ministres. Tout cela se dit également parce qu'il y a quelques années ou bien il y a quelques temps, ces communiqués du Conseil des ministres sont accompagnés par les images prises par les télévisions. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est juste des communiqués. Est-ce que cela ne favorise pas cette thèse de ceux qui pensent que ces Conseils des ministres ne se tiennent plus vraiment? Bon, c'est l'occasion pour moi de leur dire que ces Conseils des ministres se tiennent et qu'ils croient ce que je dis. Oui, nous allons venir donc sur ce Conseil des ministres qui a évoqué un certain nombre de sujets, le temps de revenir à la question liée aux violences. Le Conseil a évoqué, entre autres, la chefferie traditionnelle, et a évoqué le soleil ou également la sortie des enfants du territoire togolais. Que doit-on retenir globalement de ce Conseil qui s'est tenu vendredi? Vous savez, le gouvernement s'est engagé résolument dans la politique d'éthique. Et ce programme du gouvernement est bien vu par nos partenaires du MCC qui soutiennent le gouvernement dans cette politique. Il va falloir aujourd'hui, avec les nouvelles techniques de communication, notre pays ne peut pas être en marge. Et donc le gouvernement met un accent particulier pour améliorer les techniques de communication, surtout avec l'éthique. Bon, maintenant, les enfants, vous savez, notre pays, l'avenir de notre pays réside dans nos enfants. Voyez. Et donc le gouvernement s'est résolument également engagé à protéger les enfants. Il s'agit de la lutte contre le trafic des enfants, qui, des fois, à l'insu, avec les parents ou en complicité avec certains parents, nos enfants sont emmenés à l'extérieur? À l'extérieur comme des marchandises, où on brime leurs droits et autres. Donc je crois que le gouvernement ne peut pas rester passif à cet état de choses, et je crois que c'est dans cette condition, c'est dans cette optique que le gouvernement s'est penché sur la question de la protection de nos enfants. Maintenant, la chefferie traditionnelle, vous savez, les chefs traditionnels ont un rôle important à jouer dans le développement économique et politique dans notre pays. Et donc, je crois qu'il va falloir, avec la décentralisation aujourd'hui et avec l'augmentation de la population, et créer certains cantons et reconnaître ces chefs. Quand on évoque les chefs traditionnels, de plus en plus de voix disent qu'ils sont instrumentalisés par le pouvoir politique, qu'ils sont moins considérés que le père des autres pays qui nous entourent. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Moi, je ne partage pas cet avis. Et nos chefs traditionnels sont libres. Et d'ailleurs, le test qui réglemente la chefferie traditionnelle précise bien que les chefs traditionnels sont apolitiques. Ils sont d'accord. Bon, maintenant, effectivement, ils sont nommés soit par arrêté, par décret, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont instrumentalisés. Dans tous les cas, allez poser la question aux chefs cantons pour savoir s'ils sont instrumentalisés ou pas. Mais en fait, c'est le constat qu'on fait. Hein. Non. Dans cette condition, il ne faut pas faire un constat. Les chefs cantons sont là. Ils sont vivants. Il faut aller leur poser les questions. Mais quand on leur pose la question, ils ont du mal à répondre, puisque... Ils ne peuvent pas avoir du mal à répondre dans notre pays où la liberté a atteint son nombre, où les droits de l'homme sont respectés. Mais je ne crois pas que un chef canton soit mal à l'aise de répondre à cette question. Monsieur le ministre, entre ce qui est dit et ce qui est vécu par les chefs traditionnels, sincèrement, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne dit pas la même chose quand on évoque la chefferie traditionnelle au Ghana, en Côte d'Ivoire ou au Bénin, vis-à-vis du Togo. Le chef
traditionnel togolais est moins considéré, même pas l'opinion publique. Est-ce que les chefs cantons eux-mêmes déclarent ça, qu'ils sont moins considérés, qui font la comparaison avec le Ghana? Bon, je ne sais pas. Non, je crois que c'est quoi, je dis, ce débat il doit être mené et en présence d'un chef traditionnel qui nous dira effectivement ce que vous. Sur la question de leur caractère politique, c'est un autre débat. Venons à présent aux événements que vit notre pays, les événements politiques qui secouent notre pays depuis 2 mois maintenant. Est-ce qu'ils vous surprennent, ces événements, avec les manifestations dans les rues, à Lomé, à l'intérieur du Togo, mais aussi à l'extérieur de notre pays, avec beaucoup de revendications? Est-ce que ces événements vous surprennent? Surprise, oui. Si je considère que depuis 2006, les acteurs politiques de notre pays ont entamé un processus de réconciliation, de main-tendue, de dialogue, de pardon mutuel, et ont convenu de relancer l'économie de notre pays. Je voudrais parler là Vous parlez de l'APG? Je voudrais parler d'abord de l'APG, où tous les acteurs politiques ont identifié les problèmes qui minent la cohésion sociale dans notre pays, l'ont consigné dans un document et se sont engagés à les mettre en œuvre. Je crois que cette mise en œuvre était devenue effective si je fais référence à l'élection législative de 2007 avec un membre de l'opposition à la tête du gouvernement, de la primature. Je voudrais parler également de la recomposition de la Cour constitutionnelle, de la CNDH. Je voudrais parler également de l'armée. Je voudrais parler également de la liberté d'expression. Vous recevez chaque fois ici des citoyens togolais et vous voyez, vous pouvez vous apprécier vous-même la liberté, l'aisance avec lesquelles les Togolais s'expriment dans vos studios. Et je voudrais parler également de la CVJR qui, sincèrement, a fait un bon boulot et dont les points saillants et consignés dans ce document de synthèse, je voudrais parler des recommandations, se mettent déjà en œuvre. Je voudrais parler également de la volonté du chef de l'État, sa politique de main tendue, d'ouverture, de paix, de sécurité dans notre pays. Je voudrais également parler de la rencontre en 2014 à Togo Télécom 2, des discussions qui ont eu lieu et des leçons que chacun doit tirer de ça. Mais je voudrais en plus parler de la volonté du chef de l'État par le projet de loi portant révision constitutionnelle, portant sur les 3 articles qui ont fait l'objet de recommandations dans le CVJR au point 5, où le gouvernement a envoyé ce test à l'Assemblée nationale. Parce que vous convenez avec moi que les revendications essentielles de tous les Togolais, de tous bords, c'est la limitation du mandat présidentiel. C'est le scrutin à 2 tours. Bon. Alors, si tout cela est fait aujourd'hui, pourquoi les Togolais vont encore s'entretuer? Pourquoi les Togolais vont rentrer dans les maisons pour violenter les paisibles populations? Est-ce que c'est dans la rue
Nous sommes un pays de droit où nous avons une constitution, nous avons un code électoral, nous avons un code de la nationalité. Mais est-ce que c'est pas beau? Est-ce que c'est pas beau tout ça? Alors je dis, et que la mise en œuvre des points consignés dans ces documents se fait voir chaque jour. Et que surtout, la disponibilité du chef de l'État à dialoguer. Non, mais je dis que je suis surpris que les Togolais se lancent dans les rues. Mais est-ce qu'ils sont de mauvaise foi, les Togolais? Est-ce qu'ils sont de mauvaise foi? Non, sans se lançant dans les rues, non pas pour réclamer la paix, la sécurité, la fraternité, mais réclamer la violence. Les Togolais réclament la violence dans les rues. Non, mais écoutez. Non, quand vous assistez à certains meetings, quand vous assistez à certains comportements, mais il y a la violence, c'est ça, je dis. Donc, si malgré cet effort, alors il y a de quoi, moi personnellement, être surpris. Mais je crois que... Vous mettez en avant la volonté du chef de l'État, mais ce que les Togolais ne comprennent pas, ça fait 11 ans que la PG a été signée. Vous évoquez la volonté du chef de l'État, de sa disponibilité en faisant référence au dernier projet de loi introduit à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi même, cela fait 11 ans que les Togolais réclament la limitation du mandat présidentiel, le scrutin à deux tours. Il fallait le faire peut-être en 2006, en 2007, en 2008. Et aujourd'hui, cette histoire appartiendrait au passé. Mais, mon ami, je crois que en 2006, l'APG comportait plusieurs points. L'APG comportait plusieurs points. Et il fallait prendre les points un à un pour en débattre. L'APG n'a pas apporté une seule... Parce que ce que je voulais que nous comprenions, l'APG n'a pas pris des résolutions. Dans l'APG, il a identifié certains axes sur lesquels les Togolais doivent s'appesantir, en discuter et prendre des décisions et les mettre en œuvre. Et donc, les points consignés dans la PG ont connu un à un leur mise en œuvre. Dans ce cas, si ces points ont connu des avancées, comment est-ce qu'on peut justifier toute la crispation qu'il y a depuis quelques semaines, depuis 2 mois au Togo? Comment est-ce qu'on peut... D'où ma surprise, mon frère. D'où ma surprise. Vous êtes surpris? D'où ma surprise, parce que finalement, Est-ce qu'à un moment donné, au niveau du pouvoir, vous n'aviez pas donné l'impression comme si les questions liées aux réformes, ces questions doivent être rangées au calendrier grec ou doivent être tout simplement oubliées? Si tel était le cas, la CVJR n'aurait pas été créée. Parce qu'il faut reconnaître que les grands principes, les grands axes étant identifiés, consignés dans la PG, la CVJR n'a repris que les points identifiés, consignés dans la PG pour en faire un travail. Monsieur le ministre. Non, écoutez. Oui. Écoutez. Et c'est le processus qui était en cours. Mais mieux encore. Est-ce qu'il n'est pas trop lent ce processus? Est-ce qu'il n'est pas trop lent? Si vous considérez tout ce que le Togo a vécu dans les années 90 jusqu'en 2005, si vous considérez la suspicion, la crise de méfiance, la violence, tout ce qui s'est passé pendant cette période de crise sociopolitique, je crois qu'il faut vraiment du temps. Il faut vraiment du temps pour que la confiance renaisse entre les Togolais. Et moi je pense que même en 2014, quand les députés se sont retrouvés à Togo Télécom 2, qui ont discuté sur cette question de limitation. Est-ce que vous cherchez à savoir pourquoi en 2014 c'est cette révision
n'a pas eu lieu. N'a pas eu lieu. Mais ce qui est certain aujourd'hui, tout semble se passer comme si, à un moment donné, quand vous évoquez la volonté du chef de l'État, et tout semble se passer comme s'il a été forcé par les événements, puisque en 2014, si ma mémoire est bonne, il y a eu déjà un projet de loi qui avait été introduit à l'Assemblée nationale, où par le passé, des députés ne se sont pas pressés pour le voter. Aujourd'hui, la situation est cristallisée, la situation est tendue dans le pays. Le débat autour de la question de l'APG, ce débat-là aussi va continuer, mais revenons à ce qui s'est passé cette semaine et qui préoccupe. Non, je tiens à préciser. Précisez, allez-y. Heureusement que vous dites qu'il semble. Je voudrais vous confirmer et vous affirmer que la volonté du chef de l'État de faire des réformes dans ce pays est manifeste. Mais en fait, quand on regarde le temps mis entre l'APG, CVJ, HCON, la commission des intellectuels, leur tournée, la purification et tout ça, il est difficile de comprendre qu'il y a une volonté manifeste. Non, c'est un peu comme sur un terrain où on joue au chrono. Non, je vous le disais tantôt. Et il faut bien retenir cela. Que l'APG a identifié des points qui feront objet de discussion entre les Togolais. Et plusieurs points ont été identifiés. La question est de savoir, est-ce que de 2006 à aujourd'hui, ces points ont fait l'objet de réflexion et de résolution ou pas? Les points essentiels n'ont pas été... lesquels sont la limitation du mandat présidentiel, le mode de scrutin, ces deux points n'ont pas connu d'avancée. Non, il fallait commencer. Écoutez. Mais pour construire une maison, il y a la fondation, il y a le mur, il y a la toiture, il y a les portes, il y a la finition. Mais il faut 11 ans pour ça. Mais je te dis que par rapport à la complexité. Quelle complexité, monsieur le ministre? Quelle complexité, monsieur le ministre, pour quelqu'un qui a la volonté manifeste, comme vous venez de le dire, oui, de faire adopter un projet de loi qui limite le mandat présidentiel ou qui permet aux Togolais de voter deux fois, chaque fois qu'ils sont appelés à élire soit leur député ou leur président de la République. S'il y a une volonté manifeste, est-ce qu'il faut autant de temps? Mon ami, est-ce que vous ne trouvez pas que le problème de la Cour constitutionnelle constitue aussi un problème fondamental? Est-ce que vous ne le voyez pas? Est-ce que vous ne voyez pas que la sécurité, le problème de l'armée, sa refondation, est aussi un problème important? Est-ce que vous ne voyez pas que... Non, écoutez, est-ce que vous ne voyez... En tout cas, est-ce que vous ne voyez pas que ces points aussi sont des points importants? Si c'est aussi important que ça, monsieur le ministre, comment expliquez-vous alors aujourd'hui toute la crise liée justement à la limitation du mandat présidentiel? Non, moi je ne trouve pas pourquoi il y a encore crise aujourd'hui dans la mesure où le processus avance et il est arrivé le moment où il faut aborder ce problème. Alors, dans tous les cas, le problème est posé aujourd'hui. La réforme est en chantier. C'est pourquoi je dis, moi je suis surpris. Avec toutes les crispations qu'il y a autour. Cette semaine, il y a eu tous ces événements et vous les déplorez, c'est bien de les déplorer, mais il y a aussi tout ce débat autour des personnes blessées, tuées ou pas. Et cette semaine, est-ce que finalement, vous savez combien de personnes ont perdu la vie, combien de personnes ont été blessées durant ces 2 jours? Nous déplorons tous ces blessés et ces vies perdues. Parce qu'un Togolais qui perd sa vie, c'est très déplorable pour le gouvernement et pour tous les Togolais. Alors, combien de personnes? Je crois que, je vous l'ai dit tantôt, que les enquêtes sont en cours. Et pour savoir exactement le nom. Et nous attendons les résultats, le rapport de cette enquête pour nous prononcer. Mercredi, dans l'après-midi, le ministre de l'administration territoriale a fait un point sur le nombre de blessés, le nombre de morts. Et puis le lendemain, jeudi, les Togolais avaient été surpris qu'au final, vu toute la furie qu'il y a eu dans la ville de Lomé, que le ministre a déclaré qu'il n'y a pas eu de blessés, qu'il n'y a pas eu de morts. Et les Togolais avaient été choqués. Non, c'est pourquoi
je vous dis qu'il faut une enquête en bonne et due forme pour que chacun soit éclairé sur cette question. Vous avez dénoncé tantôt, je ne sais pas si je l'ai bien retenu, des Togolais qui s'étaient précipités dans la maison d'autres Togolais pour les tabasser, pour les frapper. Est-ce que vous savez finalement qui sont ces Togolais-là qui, eux, se sont précipités dans la maison d'autres Togolais pour les tabasser? Bon, également, les résultats de l'enquête nous diront qui sont ces Togolais. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une manifestation qui a eu lieu et que les partis politiques ont marché mercredi, jeudi. Et le gouvernement leur a dit, votre marche peut créer des problèmes, faites des meetings. Il y a eu un refus. Maintenant, l'enquête précisera les auteurs de ces actes. Est-ce que quelqu'un a intérêt à cacher la vérité aux Togolais? Cacher la... Non. Qui peut cacher la vérité? Personne n'a intérêt à cacher la vérité aux Togolais. C'est pourquoi les enquêtes nous diront la vérité. Quand vous parlez d'enquête, monsieur le ministre, on sait aussi qu'au Togo, oui, parler d'enquête, depuis 1990, il y a eu de nombreuses enquêtes. Certaines de ces enquêtes ont établi des résultats, et des résultats n'ont pas donné grand-chose par la suite, sinon le Togo allait mieux se comporter aujourd'hui. Ces enquêtes-là, on aura les résultats quand? Mes amis, je crois qu'il faut faire confiance en l'État. Parce que cette façon de douter des autorités du gouvernement ne fait pas avancer le pays. Vous savez, quoi qu'on dise, le chef de l'État a annoncé la voie de l'alternance. Et sûrement que d'autres partis, d'autres Togolais peuvent aussi diriger ce pays un jour. Et le comportement que nous avons aujourd'hui vis-à-vis du régime en place, que nous sachions que ça peut également se retourner contre eux lorsqu'ils dirigeront ce pays. Alors, et il faut faire confiance à l'État. Il faut faire confiance au gouvernement, aux institutions de la République. Alors, si aujourd'hui on estime qu'on ne fait pas confiance à ce que le gouvernement fait, alors demain, ce que l'autre fera, on aura confiance. Et je crois que la vision même du chef de l'État, je vous disais, c'est de rétablir, c'est très important, la confiance entre les Togolais. La vision du chef de l'État. Est-ce que vous voyez? C'est quoi la vision? Écoutez, la vision politique du chef de l'État, en engageant même le processus qui a abouti à l'accord politique global, sa préoccupation, c'est la confiance qui doit être rétablie entre les Togolais, quel que soit le bord politique qu'on est. De telle sorte que, quelle que soit la personne qui dirige le pays, que les autres puissent lui faire confiance. Nous sommes d'accord. Et cela est très important pour nous. Le chef de l'État, quand il a dit quelque chose fondamentalement en ses débuts, plus jamais ça au Togo, lié aux violences de 2005. Ce qui s'est passé cette semaine ressemble un peu à ce qui s'est passé en 2005. Est-ce qu'on n'est pas en train de revivre ce qui s'est passé en 2005? Oui, vous savez, vous convenez avec moi que, ayant fleuri, ayant eu le flair de ce qui peut se passer au cours de ces manifestations, le gouvernement a dit plus de marche. Vous savez, quand l'homme pose des actes, l'homme étant doué d'intelligence, doit se remettre chaque jour en cause. J'ai posé un acte, quelles sont les conséquences? Dois-je changer de stratégie? Dois-je améliorer la stratégie? Bon, alors, des marches ont eu lieu en semaine. Mais le gouvernement s'est rendu compte que ces marches ont un impact négatif. Oui. Non, écoutez. Sur l'économie, mais vous voyez. Oui, ça on le sait. Mais à vous écouter, monsieur le ministre, est-ce que vous voulez dire que le gouvernement savait que... Non, je dis que le gouvernement... Pressentait. Pressentait. Oui, je cherche. Et donc... Donc le gouvernement pressentait.
que ce jour, il y aura des hommes cagoulés, que ce jour, il y aura des hommes armés de bâtons, de machettes, que ce jour, il y aura des gens qui iraient jusqu'à violer des domiciles privés. C'est ce que le gouvernement pressentait? Non, ce n'est pas ce que le gouvernement pressentait. Le gouvernement pressentait que les marches, les jours ouvrables, perturbent l'activité des Togolais. Et que ces Togolais qui doivent aller vendre de l'eau pour nourrir sa famille, qui doit aller vendre du charbon pour nourrir sa famille, qui doit aller au marché pour nourrir sa famille, les marches perturbent leurs activités. Ces Togolais ne peuvent plus accepter qu'on puisse perturber leur activité économique. Finalement, ce qui s'est passé durant cette semaine, est-ce que ce n'est pas pire que les marches? Et qu'est-ce qui a engendré ça? Si les gens avaient respecté les recommandations du gouvernement et que c'était seulement un meeting dans un lieu précis où tout le monde vient, est-ce qu'on connaîtrait quelque chose à Dido Gomé et là? C'est parce que les gens se sont mis dans les rues. Et c'est ça. Qui vous accusez alors? Vous accusez l'opposition? Les enquêtes nous diront ceux qui en sont les auteurs. Il y a une question fondamentale que les Togolais n'ont pas compris, que le matin de ce mercredi, le matin de ce jeudi, que des hommes cagoulés soient visibles dans les rues de Lomé, à bord des véhicules identifiés, et que le lendemain, il y a eu une reddition finalement. Je ne sais pas si vous me parlerez encore d'enquête, mais qui étaient ces hommes? Vous et moi, nous ne pouvons pas identifier ces hommes, mais nous avons des institutions, des structures habilitées à nous révéler le moment venu ces hommes. Oui, mais ensuite, soyons patients. Oui, mais en fait, monsieur le ministre, je ne sais pas si je dois dire si c'est sérieux, mais je ne sais pas, dans un État comme le nôtre où toutes les institutions fonctionnent normalement, on peut voir des hommes autres que des corps habilités à établir ou à assurer la sécurité dans les rues de la ville durant des heures, et revoir les mêmes hommes le lendemain. Et vous parlez d'enquête. Oui, mais il faut une enquête pour identifier ces personnes. Il faut nécessairement une enquête. Est-ce que c'est pas, je ne sais pas si je dois dire une fuite de responsabilité, mais je ne sais pas, je suis un peu embarrassé par rapport à votre réponse, parce que tous les Togolais ont vu ces hommes-là. Et le matin, le ministre de la Sécurité parlait du groupe d'autodéfense, et puis après on a appris que ces hommes appartiendraient à l'opération Entonnoir. Les Togolais sont perdus. Franchement, ils ne savent pas. Qu'est-ce que vous appelez par opération Entonnoir? Oui, on a opération Entonnoir chargée de la régulation ou de la lutte contre le trafic de l'essence. C'est quoi je dis. Vous n'êtes pas informé? Non, entre moi et vous, en tant que responsable, je dis dans un État comme le nôtre, il n'est pas prudent de se prononcer activement sur un sujet dont on n'a pas vraiment les preuves palpables. Je crois que ces hommes cagoulés, tous les Togolais les ont vus. Vous et moi, on les a vus. Qui sont-ils? Et donc, ils se seraient trop précipités que vous dites que c'est tel groupe de personnes. Moi également, ce serait trop précipité de dire que c'est tel groupe de personnes. Mais est-ce que c'est pas dangereux finalement que dans Non, c'est pas dangereux parce que... Dans un État... Non, ce n'est pas dangereux parce que l'enquête est en cours. C'est parce que l'État est organisé que des enquêteurs se sont mis en œuvre pour identifier ces personnes. Nous avons comme invité au D12 de ce dimanche le ministre Senou Fiatou. Il est notre invité comme la tradition le veut à partir de cet instant. Vous aussi auditeurs, vous qui nous écoutez à Lomé ou ailleurs, vous pouvez lui poser des questions. Je rappelle que ces questions comme des traditions doivent se faire dans le respect de la personne humaine et pas de mots déplacés par rapport à la période que nous vivons et nous devons savoir nous comporter. Je rappelle les deux numéros sur lesquels vous pouvez porter vos questions, c'est 96 50 34 37, 87 50 34 37 ou 22 46 19 05, 22 46 19 05. Monsieur le ministre, mettez votre casque puisque nous avons un premier auditeur qui est en ligne. Allô? Ah oui, allô, bonjour. Allô? Allô? Allô?
l'auditeur. Est-ce qu'on va pouvoir rétablir la connexion avec cet auditeur qui est en ligne? Allô? Allô, bonjour. En attendant d'avoir... Oui, on vous appelle comment? Aïe, depuis Baguida. Oui, votre question au ministre qui est avec nous. Monsieur le ministre, vous voulez savoir jusqu'où le peuple togolais peut aller. Quand on dit qu'il y avait des peuple togolais dans la rue pour semer la demande, est-ce que vous croyez effectivement que le peuple togolais est... Bien, merci, cher ami Aïe. Depuis Baguida, est-ce que le Togolais est violent? C'est le sens de sa question. Monsieur le ministre? Oui. Il a une seule question. Non, je crois que c'est également ce qui me surprend. Le Togolais a été qualifié par nature de citoyen paisible. Et ce que nous voyons ces derniers moments, nous étonnons tous. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir en face de vous des étrangers? Non, je dis, le Togolais est par nature paisible. Bon, pourquoi les Togolais se mettent dans les rues pour faire la violence? Mais vous voyez, lorsqu'il y a eu les marches, il y a plusieurs marches. Nous avons vu des Togolais qui ont réclamé la paix, la non-violence, la résolution des problèmes par les voies légales qui sont là. Et nous voyons également des marches avec des violences. Cela me surprend, c'est ce que je dis. Pourtant, que le processus, ce que les Togolais, tous les Togolais réclament, parce que au cours de toutes les marches, tous ont réclamé la limitation du mandat présidentiel, le scrutin à 2 tours et autres. Bon, maintenant, pourquoi encore cette violence? L'Assemblée s'est prononcée sur la question, et la question suit la voie légale. Je ne sais pas. Bon, donc je crois que c'est pourquoi je pense que au lieu de continuer par faire les réclamations dans la rue, il faut que les Togolais se retrouvent. Vous parlez de dialogue. Il faut que les Togolais se retrouvent. C'est-à-dire il faut que les Togolais cessent. Parce que ce n'est pas dans la rue. Vous savez, la rue n'arrête personne. Vous voyez, les violences que nous vivons. Il ne faut pas que nous ayons l'impression comme si, dans ces manifestations, c'est l'opposition et le régime en place qui peuvent s'affronter. Ok? Ce n'est pas parce que, ce n'est pas nécessairement un Togolais de l'opposition et un Togolais d'un autre parti qui peuvent s'affronter. Des Togolais de même parti peuvent s'affronter. Je peux vous donner un exemple. Vous savez, quand il y a violence, et votre voisin de maison, qui peut-être une petite querelle a eu lieu entre vous, il peut profiter de cette situation pour vous faire du mal. Ça n'a rien à voir avec la politique. Et on a compris. Est-ce que vous voyez? Oui, vous n'êtes pas. Donc je crois que le dialogue. Nous parlerons de dialogue dans un instant. C'est très important. Un deuxième auditeur. Allô? Ah, le deuxième auditeur qui était là en ligne, on l'a perdu. On va retrouver quelqu'un d'autre derrière lui. Allô, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Oui, on vous appelle comment? C'est Michel Pelleté de Québec. Oui, votre question. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Appelleté. Malgré la promesse faite par le chef de l'État à attaquer à tous les Togolais, plus jamais sans Togo,
son ministre qui est censé protéger et assurer la sécurité des Togolais préfère les massacrer et tirer la panique dans le pays. Je veux savoir si c'est pas une affaire qui préside vraiment notre pays, où il est seulement placé et qui se dirige. Qui dit, pourquoi il ne veut pas impliquer le cri de sécurité? Merci, monsieur le ministre. Bien, merci. C'est vrai que beaucoup de Togolais estiment que le chef de l'État est dans un mutisme inquiétant. Et au Conseil des ministres, de la dernière fois, avant de revenir sur la question de l'audit, comment est-ce que vous l'avez trouvé, le chef de l'État? Monsieur le ministre? Non, le chef de l'État depuis toujours. Il a été marqué, il est marqué par... Non, le chef de l'État depuis toujours a été serein et préoccupé par le bien-être des Togolais. Et il n'a pas changé. Il est toujours préoccupé par la situation. Comment faire pour qu'il y ait le dialogue? Comment faire pour que le Togo avance sur le plan économique et politique? Comment faire pour qu'il y ait la paix sociale et la sécurité? Et donc le chef de l'État, comme toujours, est dans son état de chef de l'État. S'il était autant préoccupé, monsieur le ministre, en début d'année, le chef de file de l'opposition a dit lui avoir envoyé des lettres pour qu'il soit reçu en audience et discuter notamment de ces questions liées aux réformes politiques. Visiblement, il n'y a pas eu de suite à ces lettres déposées par le chef de file de l'opposition. Est-ce que ce n'est pas aussi là l'une des raisons de la crispation actuelle? S'il y avait eu discussion entre le chef de l'État et le chef de file de l'opposition, peut-être que des solutions auraient été trouvées pour certains des problèmes posés aujourd'hui. Oui. Le chef de file de l'opposition a déclaré avoir envoyé des écrits au chef de l'État. Je n'ai pas les preuves. Je n'ai pas les preuves de ces écrits. Donc, sur ce point, c'est la réponse que je peux donner. Mais allez-y. Bon, maintenant, pour répondre à sa question, il veut savoir si c'est le chef de l'État qui dirige le Togo. Mais notre constitution donne prérogative au président de la République qui dirige le Togo, conformément à la constitution de notre pays. Bien. Un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? C'est l'homme. Oui, l'homme, votre question. Oui, allez-y pour la petite question. Je voudrais savoir si monsieur le ministre est là, c'est que monsieur le ministre vous fait. Pas votre de la part. Merci. Bien, merci. Je ne sais pas. Vous voulez répondre à la question si ces deux ministres seraient au-dessus de la loi? Mais aucun ministre n'est au-dessus de la loi dans ce pays, même le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Un autre auditeur. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. On vous appelle comment? Cyril, j'appelle ta boîte. Oui, Cyril, votre question. Bon, monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Cyril. Monsieur Cyril. Non, merci, mais je vous connaissais pas longtemps, depuis 4-5 jours. Mais je sais que, en ce temps, je voulais devenir ici. Et nous avions ça et un café. Donc, nous avions fait. On constate que les gens de l'opposition, c'est-à-dire les leaders de l'opposition, qui sont quelque peu menacés. De surcroît, à cette affaire, je voudrais savoir ce que vous qui avez été étudiant en temps et ce que vous faites pour assurer leur sécurité. Je pense que c'est quelque chose que vous c'est ma question. Bien, merci, cher ami Cyril. C'est la question des menaces à l'endroit des leaders de l'opposition. Merci Cyril. Je crois que notre pays, personne n'est menacé dans ce pays, à ce que moi je sache. Mais ces leaders de l'opposition sont au Togo. Ils font des communications à l'intérieur du pays comme à l'international. Ils circulent librement, ne sont pas inquiétés. À moins qu'on me dise qu'on a arrêté un leader d'opposition. Oui, en fait, on peut être menacé, mais continuer pas à faire ses activités.
Non, La preuve, Mme Brigitte Adjebagbo a déclaré ce matin, a posté ce matin, que certains numéros menacent, certaines personnes cachées derrière certains numéros menacent de s'en prendre à son domicile. Ah, d'accord, si on menace de s'en prendre à son domicile, elle n'a qu'à s'adresser au ministère de la Sécurité, qui est l'institution étatique créée pour protéger tous les Togolais. Et Mme Adjebagbo est togolaise, si elle est menacée, et la sécurité fera son travail. Un autre auditeur, allô? Alors, bonjour. Bonjour. Oui, votre question. Bonjour, monsieur. Pierrot, si je ne fais pas des divisions, je pense que monsieur le juriste est juriste. Oui, il est juriste. Ah, ok. Bon, ce qui me préoccupe, moi, c'est que, est-ce que, à ce 21e siècle, est-ce qu'on peut encore juger quelqu'un sans un avocat? Bon, si ça peut se faire, c'est dans quelles conditions cela peut arriver? Ma deuxième préoccupation. Sur la première question, est-ce que vous avez des cas concrets? Est-ce que des gens ont été jugés sans avocat au Togo? Ceux qui étaient arrêtés les mercredis et les jeudis, ils ont été jugés sans les avocats. Ok. Bon, ma deuxième préoccupation, bon, et que dites-vous de notre armée, surtout à nos forces de sécurité, lorsqu'ils sont en face des encadrés, qui essaient de dire des machettes, bon, tout va s'en qui rentrent dans la maison pour faire du mal aux gens, et les forces de l'ordre étaient restées autour du mal. Est-ce que nous ne sommes pas en face d'une armée togolaise qui est très puissante, mais apparemment très faible? Merci. Bien, merci pour la question. La question de volet, première question, des gens qui ont été jugés sans des avocats. Oui, merci beaucoup, mon frère. Je crois que la question du procès de jugement sans avocat, mais tout Togolais a le droit d'avoir un avocat. Bon, je ne sais pas comment le procès s'est déroulé, mais je crois, est-ce que je me pose des questions sur ce cas. Est-ce que ces gens ont dit au juge qu'ils veulent être jugés en présence d'un avocat et que le juge ait refusé? Je dis, je n'étais pas là, je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est vrai que nous avions appris que des personnes arrêtées dans le cadre des dernières manifestations, sans doute des dizaines de personnes, ont été jugées et sans la présence des avocats. Est-ce qu'ils ont réclamé, est-ce qu'ils ont déclaré au juge que ils veulent... Non, c'est comment les choses se passent que je comprends. Parce que ça permet également d'informer les autres citoyens. Ils ont déclaré, le juge a refusé. Bon, voilà, il me faut avoir ces faits réels avant de pouvoir répondre à cette question. Donc, organiser même un procès que certains qualifieraient de va-vite à la va-vite au lendemain de ces manifestations-là, est-ce que c'est pas aussi compliquer un peu plus la situation que vit déjà notre pays? Oui, mais je crois que c'est les juges qui ont organisé ce procès, je crois qu'ils ne l'ont pas fait en dehors des tests qui régissent et leur profession. Et pour avoir plus d'éclaircissement, je crois qu'il faut avoir été présent à ce procès pour suivre les faits tels qu'ils se sont déroulés. Et puis, bon, s'il y a des points d'ombre, s'adresser aux juges qui puissent nous expliquer comment le procès s'est passé à la va-vite, comme vous le dites, et démontrer que est-ce que cela est en dehors de la loi ou pas. Parce que je sais que bon, tout procès au Togo est organisé, réglementé par des tests. Toute la procédure. Deuxième question de l'ami, c'est par rapport à l'armée. Non, vous savez qu'il y a eu, comme je vous le disais, plusieurs points étaient identifiés dans l'accord politique. D'où la nécessité de la refondation des forces de défense et de sécurité. Et le chef de l'État
a procédé à cette refondation des forces de défense et de sécurité. Alors, et la question de l'auditeur, c'est de savoir, il n'a pas compris le comportement des hommes en uniforme sur le terrain, et il n'a pas compris, tout simplement. Et quel est le comportement? Le fait que les forces de l'ordre ont été tabassés par quelques... Non, mais en fait, c'est pas ça le sens. Il dit, voilà, et les éléments qui ont été déployés sur le terrain, et en présence de ces éléments-là, des individus armés, et de gourdins et d'autres machettes, oui, les forces de sécurité ne sont pas arrivées éventuellement à se saisir de ces individus-là. Est-ce que notre armée est faible? En fait, c'est le sens de la question qu'il a posée. Bon, je crois que il est prouvé aujourd'hui que sur les terrains des opérations de marche, notre armée s'est toujours montrée digne, et je profite de cette occasion pour leur jeter des fleurs, parce que ces derniers moments, nous avons pu enregistrer que notre armée se maîtrise et respecte les citoyens. Mais nous avons vu comment on a pu retirer des armes entre les mains de nos forces de sécurité. Nous avons vu comment les gens les ont jetés des cailloux. Nous avons vu comment les gens les violentaient, mais ils n'ont pas réagi. Et je crois que, bon, au fond, qu'est-ce que les Togolais disent? Quand l'armée fait tant, on dit, il fait pas bien, il fait tant, il fait pas bien. Moi, je ne sais pas comment... Mais beaucoup parlent de forces disproportionnées, de violences disproportionnées exercées par les éléments des forces armées de sécurité sur le terrain, et notamment Amnesty International. Bon, quand je prends un pavé, un bloc de pavé, que je te jette sur la tête, vous pensez qu'il y a une disproportion. Quand une bloc de pavé peut tuer une personne, comme une balle aussi peut tuer une personne. Nous sommes d'accord. Parce que ce que nous tous nous déplorons, c'est les blessures sur les hommes, c'est la mort des hommes, c'est la destruction des biens publics. Et si un bloc de pavé sur la tête d'un homme peut le tuer, je crois que nous devons aussi défendre l'usage de toute arme, de tout objet. Donc vous comprenez, tuer l'homme. Donc vous comprenez les agissements des forces armées sur le terrain. Non, l'agissement, pas que je comprends, mais je vois que les forces de l'ordre font bien le travail sur le terrain. Un autre auditeur. En ligne, allô? Et on vous appelle comment? Oui, je m'appelle Kossi depuis Tchikpo. Kossi depuis Tchikpo. Oui. C'est dans le Yoto? Oui. Oui, allez-y pour votre question. Et ma première question, c'est concernant la confiance du gouvernement. Et notre ministre a parlé de faire confiance au gouvernement, de faire confiance aux institutions congolaises. Et moi, déjà, faire confiance à quel gouvernement? Et le gouvernement qui a promis tant de choses qu'il n'a pas réalisé. On me posait la question de savoir pourquoi on doit prendre 11 ans avant de réaliser et de donner, comment l'appelle-t-on, limiter les mandats, écouter à tout. Il parle de constitution. Si tu as l'argent, il sera à leur action. Dans 2 mois, tu peux comprendre que la constitution ou bien les réformes ont parlé de tout. Et maintenant, il n'arrive pas à expliquer ça. Et maintenant, il nous parle de faire confiance à ce gouvernement. Ou bien, moi, qui a fréquenté jusqu'à un niveau, et quand finalement, il n'a plus de pas du boulot, il fait confiance à cette institution. Comme si on a compris le sens de votre intervention. Deuxième préoccupation. Elle nous parle que l'armée est bien organisée. Si l'événement a, comment l'appelle-t-on, ils n'ont pas pu résister face à cette situation. Et maintenant, les calculés sont côte à côte de l'armée. Ils n'ont pas pu détruire cette personne-là. Kossi, on a compris, s'il vous plaît, Kossi. On a compris, nous allons permettre au ministre de répondre à la question, aux préoccupations de Kossi. La première partie, c'est lié à la confiance entre les Togolais et le gouvernement. Est-ce que la confiance n'est pas entamée? Je crois qu'il faut que nous rappelions quelque chose aussi. C'est-à-dire que, est-ce que
nous suivons vraiment, et nous sommes attentifs à ce qui se fait. Je vous disais tantôt que depuis 2006, le gouvernement a posé plusieurs axes. Souffrez que je vous rappelle certains. Nous avons les mesures d'apaisement et de réconciliation nationale. Notamment, oui, la célébration du 27 avril est instituée. Et on a supprimé, le 13 janvier, on a institué l'hommage aux anciens hommes politiques à travers la dénomination des rues et autres institutions. Est-ce que c'est pas logique tout ça? Laissez-moi. On a mis en place la CDJR et le HCRU, la réforme du cadre électoral et instauration de la charte d'électeurs biométrique, financement public des partis politiques. Est-ce que les Togolais savent ça? Financement public des campagnes électorales de tous les partis politiques. Est-ce que les Togolais savent ça? Prise en charge des délégués des candidats dans les bureaux de vote. Parce que quand on dit qu'il y a élection dans les bureaux de vote, on pense qu'on corrompt les délégués. Alors le gouvernement a décidé, si tel est le cas, qu'on finance et les délégués, qu'on finance les délégués de tous les partis candidats aux élections présidentielles pour assurer la transparence et la rigueur dans la surveillance. Il y a eu la recomposition de la HAC, de la CNDH et de la Cour constitutionnelle. Le statut de chef de l'opposition est adopté. Il y a la refondation des forces de défense et de sécurité. Il y a l'amélioration de la situation des droits de l'homme. Et le souci de préservation du climat de paix et de sécurité indispensable au développement économique et social de notre pays. Et c'est après avoir balisé le chemin que le gouvernement, dans la manifestation de sa volonté de faire avancer ce pays, qu'il a envoyé le projet de révision constitutionnelle sur les articles 52, 59 et 60. Et le gouvernement pense beaucoup à la jeunesse. Parce que je reviens à l'article 52. Parce que la limitation, finalement, c'est pour les mandats parlementaires également. Monsieur le ministre, Non, écoutez, et les sénateurs qui permettent aux jeunes, à la jeunesse, de participer à la vie politique. il y a beaucoup d'auditeurs qui aimeraient vous poser des questions. Donc vous voyez que c'est pour vous dire que beaucoup d'efforts sont faits par le gouvernement. Il reste maintenant que tous les Togolais s'asseyent pour dialoguer. Et améliorer propos. Vous écoutez finalement, est-ce que les Togolais seraient de mauvaise foi? Parce que quand on écoute tout ce que vous venez de lister, les Togolais devaient être contents. Les Togolais sont contents. Non, les Togolais sont vraiment contents de vous? De moi, c'est nous. Non, mais en fait, du gouvernement, du régime qui est là. Mais quand vous voyez les différentes marches que les Togolais organisent, on peut conclure que les Togolais sont contents du gouvernement et du régime qui est en place. Bon, mais parce que vous parlez de quelle marche? Je parle des marches qui ont eu lieu dans ce pays, et les gens sont contents du gouvernement et appellent le gouvernement à l'esprit de dialogue, d'apaisement, pour améliorer les conditions des Togolais. C'est votre réponse, monsieur le ministre. Nous allons permettre à d'autres auditeurs de vous poser des questions. Je vais vous demander tout simplement d'être un peu plus bref pour qu'on ait un maximum de questions. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Guérin. Oui, votre question, on vous appelle comment? Je m'appelle Eric depuis Lomita. Oui, allez-y. Eric depuis Lomita. Oui, allez-y, votre question. Bon, ma question est celle-ci. J'aimerais poser la question au ministre, à savoir qu'est-ce qu'il appelle par la volonté de M. le Président. La volonté? Qu'est-ce qu'il appelle par volonté? Est-ce qu'on a perdu? Oui, votre deuxième question? Oui. On a du mal à dialoguer avec notre ami Eric, qui nous appelle pourtant... Oui, de l'Oméga, à côté de nous. Oui, en fait, vous aviez évoqué la volonté manifeste du chef de l'État. Je ne sais pas si vous voudrez bien encore revenir sur cette volonté manifeste du chef de l'État depuis 11 ans. Oui, depuis 11 ans, je crois que, si vous permettez, je reviens. Les points que je viens de... Non, mais en fait... Oui. Ou bien il n'a pas été attentif, donc je lui dis.
que depuis 11 ans, depuis l'accord politique global, beaucoup de choses ont été faites. Oui, en fait, moi je vais reposer la question autrement. Je voudrais parler des mesures d'apaisement. Vous l'avez dit, monsieur le ministre. Bon, non, je crois qu'il n'a pas suivi. S'il a suivi, il n'aurait pas posé cette question. Donc, permettez-moi de lui rappeler. Oui, mais en fait, je crois qu'on va perdre du temps si on va revenir. Mais il a posé une question, il a droit à une réponse. Allez-y. Oui. Alors, je disais que depuis l'accord politique global, les points identifiés dans cet accord politique global ont été mis en œuvre, et un à un. Et je parlais des mesures d'apaisement et de réconciliation nationale, et l'institution de la célébration du 27 avril, la suppression du 13 janvier, et hommage aux anciens politiques à travers la dénomination des rues et autres institutions. Nous avons la mise en place de la CBJR et du HCOM. Nous avons la réforme du cadre électoral et instauration de la carte d'électeur biométrique. Nous avons le financement public des partis politiques. Nous avons le financement public des campagnes électorales. Nous avons la prise en charge des délégués des candidats dans les bureaux de vote. Nous avons la recomposition de la CNDH, de la Cour constitutionnelle. Nous avons le statut du chef de file et de l'opposition adopté. Nous avons la refondation des forces de défense et de sécurité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos forces de sécurité sont appréciées sur tous les fronts. Et nous avons l'amélioration de la situation des droits de l'homme. Et récemment, le projet de test portant révision. Parlons spécifiquement des forces de sécurité, puisque vous venez de le mentionner. Vu les événements qui viennent de se passer là, est-ce que l'image n'est pas atteinte? Non, je ne crois pas, parce que... L'intervention à Mango... Écoutez. Si vous voyez, la hiérarchie a dû sanctionner certaines personnes qui ne sont pas rentrées dans les ligues. Oui, l'image que vous tentez de présenter des forces de l'ordre de sécurité aujourd'hui au niveau de l'opinion nationale, est-ce que cette image-là, elle n'est pas atteinte quand on se réfère aux événements de Bango, Bafilo, quand on se réfère aux événements de Lomé, par exemple? Est-ce que cette image-là, au niveau de l'opinion nationale... Non. Est-ce qu'elle n'a pas pris un coup? Non, a priori, sans une enquête approfondie, bien fouillée pour savoir, pour situer les responsabilités, les gens peuvent sembler croire, les gens peuvent croire que cette image est terrible. Bon, maintenant, il faut aller au fond des choses pour voir exactement ce qui s'est passé à Mango, à Bafilo, et je crois que l'opinion internationale Un autre auditeur est en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous appelle comment? Oui, votre question. Le ministre en état de la sécurité, mais j'ai constaté que quand il pose des questions, je crois qu'il est visible un peu là. Excusez-moi, monsieur le ministre. Par exemple, lorsque le marché immobilier et la demande à plus de rapidement, lorsque les événements sont passés à Mango, à chose, on a pu trouver rapidement, alors que les gens ne sont pas là-bas. Mais devant nous, et devant le fond de l'ordre, il y avait des gens en cabine, avec des machettes et tout, ça faisait du radio partout. On a frappé un livre, je suis pas content. C'est une armée, c'est une unité de sécurité, une armée dans un chose. Moi, je suis que je compatis à la douleur de soldats tombés, de tout le monde, mais il ne faut pas aussi chercher d'amalgamer les choses pour ancrer les problèmes autour. Oui, on vous écoute. Oui, je vous écoute. Oui. Il va répondre, on va lui permettre de répondre à votre question. Oui, et et le gouvernement, le chef de l'État et moi-même déplorons vraiment ces violences avec leurs conséquences sur les individus et les biens. Bon, maintenant, c'est cette question que chaque Togolais se pose. À Sokodé, on a vu des civils avec des armes de guerre. À Bafilo, à Mango, on a vu des civils avec des armes de guerre. La question qui se pose, comme je crois que monsieur Timo oui, est préoccupé autant que moi
La question de Thibault, c'est de savoir, oui. quand vous évoquez les enquêtes, il fait référence à un certain nombre de faits dans notre pays, des faits connus, notamment les marchés qui ont brûlé, et 24-48 heures après, ces terres ont été arrêtés. C'est ça toute sa question. Comment on peut comprendre aujourd'hui que vous parlez d'enquête alors que ces événements viennent depuis 3-4 jours? Non, non. Vous venez vous-même de me dire que certaines personnes surpris en flagrant délit ont fait l'objet de jugement. Vous venez de me le dire. Ça, c'est des manifestants. Oui, non, puisque vous comparez le marché de Lomé brûlé, le temps que les institutions de la République ont mis pour situer les responsabilités. Et ici également, quelques responsabilités sont situées parce que des gens ont été arrêtés et jugés. Mais je dis qu'il faut aller plus loin parce que vous avez évoqué d'autres points. Et c'est pourquoi je dis, parce que sa question, c'est il voulait savoir s'il y a 2 armées au Togo. Et je dis que tous les Togolais sont préoccupés par cette question. À Sokodé, à Bafilo et à Mango, les civils qui ont détenu des armes de guerre, bon, où est-ce qu'ils ont trouvé ces armes de guerre? Alors, il y a 2 armées. C'est toute la question que chaque Togolais, que tout Togolais, y a-t-il 2 armées au Togo? Pour que des civils circulent avec des armes de guerre. Ils étaient combien, ces civils? Non, je crois qu'on en a parlé, je crois que vous avez suivi, et les enquêtes sont en cours pour nous établir le nombre exact de ces civils. On va insérer un autre auditeur. Bonjour. Oui, on vous appelle comment? Oui, Yao, vous avez un écho là, il y a un écho derrière vous qui... Allô? Vous avez les pieds cassés. Ok, votre question. Bien, merci, cher ami, pour votre préoccupation. Beaucoup de Togolais ont mal dans le pays. Monsieur le ministre, est-ce que vous le ressentez quand les Togolais parlent dans leur voix? Est-ce que vous sentez cette amertume, vous sentez cette tristesse, cette désolation? Oui, parce que c'est les conséquences des crises sociopolitiques de 91. Vous savez, notre pays a fait l'objet d'une suspension de la coopération pendant combien d'années? Je crois que ça fait plus de 17 ans. Non, écoutez, vous dites que les Togolais sentent la tristesse. Laissez-moi répondre à la question. Et donc, les conséquences de cette période de crise, de suspension, ont eu des conséquences lourdes sur l'économie et sur tous les plans politiques également de notre pays. C'est pourquoi je vous parlais de la nécessité des mesures d'apaisement que le gouvernement avait prises. Bon, maintenant, et d'abord je voudrais souhaiter prendre guérison à M. Yao qui a les jambes fracturées. Je crois que ça ira très rapidement, sa guérison. Bon. C'est pourquoi nous disons que tous ces actes, toutes ces violences, aucun Togolais ne les approuve. Vous également, vous ne les approuvez pas. Donc,
N'allons plus dans les rues. Nous avons les tests qui ont prévu la manière de régler les problèmes. Le Togo, les tests, en fait, la difficulté pour les Togolais, c'est que ça traîne. Et vous le sentez quand ils sont dans les rues. Avec tout ce que j'ai cité, avec toutes les réformes que j'ai citées, vous pensez il faut combien de temps pour régler tout ça? La finalité de ces réformes, en réalité, c'est d'aboutir, comme le disait au début de son mandat le chef de l'État, c'est d'aboutir à une réconciliation vraie entre les Togolais. Mais vu les derniers événements, est-ce que vous ne sentez pas que la réconciliation aussi a pris un coup? La réconciliation n'a pas pris un coup irrémédiablement, un coup tellement grave que les Togolais ne puissent pas se raviser et comprendre que sans cette réconciliation, même l'alternance ne résoudra pas le problème. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ces événements-là sont en train de diviser les communautés, que les Togolais, qu'ils soient de confession religieuse, musulmane, chrétienne ou pas, qu'ils soient Kabye, Kotokoli, Vemina, Moba, Tchamba ou pas, est-ce que vous ne sentez pas que ces Togolais sont divisés avec ces derniers événements, de plus en plus divisés? Nous devons tous déplorer si les Togolais doivent se diviser sur des bases religieuses, ethniques. Parce que, bon, si je prends la religion chrétienne, on trouve toutes les ethnies dans cette religion. Quand je prends la religion musulmane, toutes les ethnies, on trouve les Akosso, les musulmans, les Kabye musulmans, les Kotokoli musulmans, les Aoussa musulmans, les Moba musulmans, les Nina Evé musulmans. Bon, alors, vous voyez, c'est le fondement même de ces institutions qui est en train d'être mis en cause. Parce que je me demande si c'est parce que je suis Kotokoli, je suis Tchamba, je suis Akosso ou Kabye que je dois prendre telle position. Bon, comment est-ce que je peux retrouver mon frère demain dans notre église et vraiment fraterniser suivant la volonté de Dieu? C'est pourquoi je pense que évitons d'amalgamer le combat politique en y introduisant la religion. Parce que quand on introduit la religion, c'est les bases de nos sociétés qui seront mis à durer. Vous voyez, tous les prophètes, à partir de Mahomet, même quand on dit islam, quand on va au fond des choses, c'est l'esprit de paix, la paix, la fraternité qui est à la base de cette religion. Quand on prend le christianisme même, c'est la paix. Vous voyez, Jésus a toujours dit, je vous laisse ma paix. Je vous laisse ma paix. Donc, mais tous les grands prophètes. Comment faire maintenant face à la difficulté? Parce que la difficulté, elle est là. Que faire? Ce que nous faisons, c'est simple. D'abord, ne faisons pas de l'amalgame entre la religion et la politique. Parce que quand je prends mon parti uni, j'ai des musulmans, j'ai des chrétiens, j'ai des Kotokoli, j'ai des Akosso, j'ai des Kabye, j'ai des Moba. Et quand je prends d'autres partis de l'opposition également, il y a des Kotokoli, il y a des Moba, il y a des musulmans, des chrétiens, des animistes. Alors, vous voyez, la vie spirituelle sera vraiment mise à dure épreuve pour nous. De telle sorte que le prêtre, le pasteur ou l'imam même, vis-à-vis de ses fidèles, ne pourra plus faire passer le message spirituel. On a parlé de plusieurs médiations qui visiblement tardent à se mettre en place. Est-ce que vous savez pourquoi toutes ces médiations tardent à se concrétiser? Nous ne pouvons pas dire que ces médiations, vous savez, quand on met des médiations sur place, il faut des contacts de toutes les parties, des contacts pour convaincre les gens sur la nécessité de cette médiation. Enfin, il faut un travail de terrain. Et je crois que notre espoir, c'est que ces médiations aient du succès pour le bien des Togolais et le bien de toute
la sous-région. Vous êtes un responsable politique. Quel est votre message pour les acteurs togolais? Aujourd'hui, quand on les lit sur les réseaux sociaux, ils sont très remontés, très divisés. Pour les acteurs politiques, pour les hommes en uniforme, pour les émigrants, tous les Togolais qui nous écoutent. Quel est votre message pour eux? Quelles doivent être les attitudes à adopter dans les prochaines heures, dans les prochains temps? Et sincèrement, je voudrais implorer l'Esprit divin dans tous les cœurs. Je voulais appeler nous tous à aimer notre pays. Je dis que la violence n'arrange personne. Je vous l'ai dit tantôt, il ne m'a pas laissé développer ce qu'on disait. Quand la violence s'installe, monsieur le directeur, vous pouvez avoir dans votre maison quelqu'un de ce service qui vient vous violenter. Ne pensons pas que si la violence s'installe, que c'est nécessairement un militant de l'UNI, un militant du CAO, du PNP ou de l'ANC qui vont s'enfoncer. Il peut arriver qu'on voit 2 militants de UNI, 2 militants de PNP, 2 militants de CAR ou de l'ANC ou de l'UFC s'affronter. Finalement, plus pour des raisons politiques. Parce que quand la violence se crée, chacun profite pour rendre compte à son voisin. Mais vous pouvez avoir un procès foncier, par exemple, au tribunal, et l'autre peut profiter de cette situation pour vous tuer. Vous pouvez, par mégarde, blesser quelqu'un qui n'a rien à voir avec la politique. Il peut profiter de cette situation pour vous tuer. Votre voisin, peut-être, vous êtes une dame, vous vous battez bien le matin, très tôt à 5 heures, vous êtes à Sigamé pour acheter des choses pour venir. Bon, lui, il se réveille à 8 heures. Puis bon, il n'y a pas la famille chez vous. Il peut être contre toi. Donc, je crois que nous ne rentrons pas dans ce jeu. Allons-y vers le dialogue et que Dieu bénisse ce pays et que le Togo gagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre Fiatou. C'est moi qui vous dis. C'est nous, merci d'être venu. C'est mon devoir. Nous pensons en ce moment à tous ceux qui ont été endeuillés par les événements de ces derniers jours. Nous pensons aux familles, nous pensons à ceux qui sont incarcérés, nous pensons à ceux qui sont sur les lits d'hôpitaux. Mesdames, Messieurs, cette émission elle s'achève ainsi. Romaric Freitas l'a mis en onde. Je suis Pierrot Atiobé. Au revoir. Que Dieu guérisse les cœurs. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.